Les vents de la mousson sont là, frais et agréables. Il doit encore pleuvoir. Le Tamil Nadu attend la pluie depuis un certain temps. Ceux d'entre vous qui avaient passé l'été ici, vous comprenez les bienfaits des vents de la mousson. Donc nous devons comprendre cela. La quantité d'eau sur la planète a toujours été la même. La question c'est, qui va l'avoir? Parfois elle est ici, parfois elle est là-haut, parfois elle est ailleurs. Il nous faut juste savoir ce que nous devons faire pour l'amener ici. Mais ça ne s'est jamais passé ainsi. Les gens pensent que l'eau est partie quelque part, elle n'est partie nulle part. Elle est juste ici. Mais peut-être pas disponible pour nous. C'est le seul problème. C'est la même chose pour la grâce. C'est tout simplement comme attirer la pluie, tout simplement comme ça. La grâce est toujours là, en abondance. La question c'est juste, vais-je la recevoir ou pas? C'est juste ça la question. La pluie, les nuages chargés de pluie, ils n'ont pas de volonté propre. Ils sont prêts à déverser leur charge n'importe où. Ils ont hâte de la déverser, aussi rapidement que possible. Mais vous devez vous asseoir ici et voir s'ils vont la déverser ici, ou s'ils vont passer et la déverser ailleurs. Ça veut dire que nous faisons quelque chose de travers. Ça veut dire que nous ne savons pas comment attirer la pluie. Parce qu'on est un peu éduqué à l'anglaise, et qu'on a souvent chanté « Pluie, pluie, va-t'en ». Il s'est passé ceci. Ça s'est vraiment passé, et c'est un fait. Les Japonais... quelqu'un ici? Non, seulement des Chinois. Pas de Japonais? Les Japonais mangent beaucoup moins de gras que les Américains et les Britanniques. Pour cette raison, les gens pensent qu'ils ont beaucoup moins d'arrêts cardiaques. Au Japon, moins de personnes meurent d'insuffisance cardiaque et de crise cardiaque qu'au Royaume-Uni et aux États-Unis. Mais les Français mangent beaucoup plus de graisse. Et pourtant, ils ont beaucoup moins de problèmes cardiaques que les Britanniques et les Américains. Les Japonais ne boivent pas beaucoup de vin, donc ils ont beaucoup moins de problèmes cardiaques. Mais les Italiens ne boivent que du vin. Et eux aussi ont bien moins de problèmes cardiaques que les Anglais et les Américains. Donc la conclusion c'est que c'est la langue anglaise le problème. C'est parler anglais qui est le problème. Donc cela a été un problème partout, que nous essayons de transplanter ce qui se passe dans un endroit, simplement tel quel, dans un autre endroit. Pas seulement géographiquement et culturellement, même d'individu en individu. Ce qui a marché pour une personne, nous essayons de le faire marcher pour une autre personne et détruisons cette personne complètement. Unfortunately, this is labeled as education, mass producing people. Malheureusement, on appelle cela l'éducation, une production en masse de gens. Bien que nous soyons une masse de gens sur cette planète, un nombre immense, plus de 7 milliards de personnes,
Vous avez quand même été produit individuellement, pas en masse, n'est-ce pas? Dès mon enfance, j'ai remarqué ceci, que la plupart des adultes veulent enseigner quelque chose quand ils voient des enfants. Toutes ces fichues choses qui n'ont pas marché dans leur vie. C'est une promesse que vous devez me faire, qu'à partir de cet instant dans votre vie, vous n'allez rien faire passer qui n'ait pas marché pour vous, à qui que ce soit d'autre. Allô? Même si vous ne pouvez pas transmettre les meilleures choses aux autres, au moins ce qui n'a pas marché pour vous, vous ne le donnez à personne. Allez-vous faire cela? La colère marche-t-elle pour vous? Alors ne la donnez à personne. La tristesse marche-t-elle pour vous? La dépression marche-t-elle pour vous? Donc, si vous êtes en colère, si vous êtes déprimé, vous êtes malheureux, juste taisez-vous. D'accord? Et asseyez-vous quelque part et gérez ça. Mais les gens malheureux sont ceux qui sont toujours en train de parler et de partager. Quand ils sont joyeux, ils ne parlent peut-être pas autant. Quand ils sont malheureux, ils parlent beaucoup. Allez-vous prendre soin de cela? Que ce qui ne marche pas pour vous, vous n'allez le donner à personne. Nous avons au moins ce niveau de bon sens. Nous devons avoir ce niveau de bon sens. Si vous n'avez pas les meilleures choses, ça n'a pas d'importance. Au moins, ce qui ne fonctionne pas, ne le passez pas. Laissez ça mourir avec vous. J'aimerais que vous aussi, vous soyez dans un état de félicité, mais vous voulez mourir malheureux, c'est votre choix. Mais au moins, n'infectez pas le monde. Oui. Donc, tout le monde doit au moins prendre soin de ça. Si des choses stupides qui ne fonctionnent pas pour vous se passent en vous, vous devez juste vous la fermer. Les enfants aussi. Oui. Si quelque chose fonctionne à merveille pour vous, alors s'il vous plaît, gazouillez. Voyez, même les oiseaux savent ça. Ils ne commencent tous à gazouiller que lorsqu'ils sont très heureux. Quand ils sont malheureux, ils vont simplement rester assis tranquillement. Si vous respirez la fraîcheur de l'air, comment est-ce qu'elle vous parvient? Neurologiquement, ça se déplace quasi instantanément. Mais il y a un autre système, au-delà de votre système neurologique. Le bien-être du système neurologique, une fois qu'il pénètre plus profondément, être assis ici dans un état de félicité devient une chose normale. Pourquoi la plupart des êtres humains luttent-ils même pour connaître un peu de paix ou de joie dans leur vie? Pourquoi la plupart des êtres humains ne sont-ils pas capables d'en faire leur qualité? Je sais que trop de philosophies ont été dites, mais regardons cela techniquement. Pourquoi est-ce que ça n'a pas lieu, quelque chose d'aussi simple? Donc, toutes les expériences de la vie, comment entrent-elles en nous? Si vous respirez la fraîcheur de l'air, comment est-ce qu'elle vous parvient? Neurologiquement, ça se déplace quasi instantanément. Si vous mangez ou goûtez quelque chose d'agréable, ou regardez quelque chose d'agréable, ou entendez quelque chose d'agréable, essentiellement, en premier, ça touche votre perception sensorielle. À partir de là, quasi instantanément, le système neurologique le transmet à votre cerveau et crée une expérience agréable ou une expérience désagréable. Cet aspect agréable de l'expérience ou désagréable de l'expérience ne dépend pas entièrement du stimulus venant de l'extérieur. En partie, oui. Ça dépend aussi de comment vous êtes à cet instant. Vous êtes d'une humeur frustrée
est dérangé, quelqu'un joue de la belle musique, oui ou non? Quelqu'un joue de la très belle musique, ça vous met encore plus en colère. Puts you into rage. Donc on doit comprendre que cela a deux aspects. L'un, c'est la nature du stimulus. L'autre, c'est comment on est en ce moment. Ce qui veut dire, quelles sont nos impressions? Quel est notre samskara? Quelle est notre substance karmique? Donc, quand tout coopère, et que du bien-être a lieu, vous regardez le lever du soleil, au lieu d'être irrité, « Oh mon Dieu, un jour de plus », vous ressentez « Waouh, c'est beau ». Vous vous sentez merveilleusement bien. Maintenant, c'est bien. Parce que le stimulus neurologique, le stimulus, quand il touche l'organe sensoriel, de là, neurologiquement, il se déplace quasi instantanément et fait des choses. Mais il y a un autre système, au-delà de votre système neurologique, qui est le pranamaya kosha, qui est aussi élaboré, si ce n'est plus élaboré, que le système neurologique. Mais il bouge. Je dirais 100 fois ou plus lentement que le système neurologique. Si vous restez sur le bien-être de l'expérience, le bien-être neurologique qui a lieu, comme vous regardez le lever du soleil, et que vous vous sentez bien, habituellement, waouh! Ok? Ou autre chose, ou quelque chose. La plupart des gens ne restent pas sur le bien-être de l'expérience qui a lieu. Ils vont partir dans tous les sens. Donc, si vous restez sur un certain bien-être, un bien-être neurologique, j'essaie de séparer ces deux choses, par manque de vocabulaire en anglais. Disons que vous avez regardé le lever du soleil, et vous vous êtes senti merveilleusement bien un instant. Cet instant est un bien-être neurologique, ou un bien-être sensoriel. Pour qu'il se mette à faire partie de votre énergie vitale, vous devez rester dessus. Vous devez rester sur cette expérience. Vous devez être capable d'y rester. Parce que c'est au moins 100 fois plus lent en l'absence de mesure exacte, je dis au moins. Donc si vous êtes capable de rester sur n'importe quelle expérience, normalement, si vous pouvez y rester 24 minutes, n'importe quelle expérience de douceur, même si c'est le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe, si vous faites ça, le bien-être du système neurologique, une fois qu'il pénètre plus profondément dans le système pranique, alors être assis ici dans un état de félicité devient une chose normale. Les expériences sensorielles, si vous restez avec elles, cela va devenir votre qualité. Ce n'est pas que vous devez créer de la félicité. Les processus de l'extase n'ont jamais été écrits. Ce n'est qu'en présence d'un certain être que ces choses ont lieu. Les yogis ont de nombreuses façons de le faire. Certains nadis dans le système, si vous les activez, vous allez être extatique. Si cette humanité déborde, alors la divinité va venir vous chercher.
Qu'est-ce que le karma? Et pourquoi avez-vous écrit ce livre? Karma veut dire l'action. L'action de qui? Mon action. La responsabilité de qui? Ma responsabilité. Le karma est la façon la plus dynamique d'exister, dans le sens où karma signifie essentiellement, quand vous dites « ma vie est mon karma », ça veut dire « ma vie est ma création ». Dès que vous voyez « c'est mon karma », vos réussites et vos échecs, c'est vous. Dès que vous voyez que c'est entièrement vous, vous allez faire de votre mieux. Quand vous laissez votre destinée s'échapper de vos mains et pensez que ça vous arrive simplement, on peut appeler ça le sort. Donc façonner votre destinée est possible, seulement possible, pour celui qui voit que ma vie est mon karma, qu'il ou elle utilise ce mot ou non. De très nombreuses façons, des êtres humains dans le monde entier ont réalisé que ce sont leurs pensées, leurs émotions, leurs actions, leur concentration et leur orientation en eux-mêmes qui les amènent là où ils veulent aller. D'autres pensent que ça vient d'ailleurs. Donc ceux qui pensent que ça va venir d'ailleurs vont vivre des vies accidentelles. Et ils ont toujours quelqu'un d'autre à accuser pour les choses qui n'ont pas eu lieu dans leur vie. Pour les choses qu'ils ne sont pas, ils pensent que c'est à cause de quelqu'un. Vous pourriez être au meilleur endroit et être absolument misérable. Vous pouvez vivre dans un palais et être horriblement misérable. Vous pouvez vivre dans la rue et être intensément joyeux. Les deux sont possibles. L'expérience humaine est causée de l'intérieur. La douleur et le plaisir, la joie et le malheur, la souffrance et l'extase ont lieu en nous. Donc, quand cela a lieu en nous, au moins ce qui a lieu en nous doit avoir lieu à ma façon. Ce qui a lieu en moi doit avoir lieu à ma façon. Ce qui est autour de moi ne m'appartient pas entièrement. Tout le monde y prend part. Peut-être que moi aussi j'ai une part. Je peux pousser pour une plus grande part, mais c'est tout. Il n'y aura jamais aucun moment pour aucun être humain où les situations extérieures vont être à 100% comme vous les voulez. Ça ne va jamais arriver. Mais ce qui est en moi doit être à 100% comme je le veux, autrement je suis un cas désespéré. C'est ce que karma veut dire, que vous prenez en charge tout ce que vous pouvez prendre en charge. Il y a certaines choses qui n'auront pas lieu. Dans nos vies, si on ne fait pas ce qu'on ne peut pas faire, ce n'est pas le problème. Mais si on ne fait pas ce qu'on peut faire, on est un désastre. Une fois que vous voyez que ma vie est mon karma, vous ne serez pas un tel désastre, c'est l'aspect important. Quand je me suis marié... Quoi? Tu ne connais pas le nom du père? Tu ne sais pas qui ils sont, ce qu'ils sont, comment vas-tu te marier? J'ai dit, je ne me marie qu'avec la fille. Donc tout ce débat autour de qu'est-ce qui est le mieux, un mariage arrangé ou se rencontrer dans le bar du quartier. Les mariages sont faits au paradis. Mais vous cuisinez l'enfer intérieurement. Namaskaram, Sadhguru. A Netflix show on the Indian way of matchmaking is trending and drawing criticism for the regressive ways of arranged marriage. Is it still relevant in today's time? Eh bien, si vous ne savez pas cela, le succès de quelque chose est dans le résultat. Le Luxembourg, qui est considéré comme l'une des sociétés les plus prospères économiquement et les plus libres, un tout petit pays, le taux de divorce est de 87%. L'Espagne, le taux de divorce est de 65%. La Russie, 51%. Les États-Unis, 43%. L'Inde, 1,5%. À vous de décider ce qui marche. Parce que le mariage, ce n'est pas la façon dont il a eu lieu, qui l'a arrangé. Vos parents l'ont arrangé, ou un site commercial l'a arrangé, une appli de rencontre l'a arrangé,
Ou le bar d'à côté l'a arrangé quand vous étiez embrumé? Ou vos amis embrouillés l'ont arrangé? Ou votre moi embrouillé l'a arrangé? Eh bien, dans tous les cas, c'est un arrangement. Le mieux, c'est que ce soit arrangé par des personnes responsables et sensées. Cette idée que le mariage arrangé, c'est une sorte d'esclavage, eh bien, ça dépend. Comme il y a des exploiteurs partout, parfois, il se peut que vos parents eux-mêmes soient des exploiteurs. Ils font peut-être ça pour leurs propres raisons. Leur stupide prestige, leur richesse, leur bêtise. Ils le font peut-être pour ces raisons-là. Eh bien, ils regardent peut-être le darshan, mais quelqu'un très récemment, ces derniers jours, a posé une question. Ils veulent choisir une fille pour leur fils. L'une des filles est instruite, jolie, l'autre fille, le père, un homme important. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, j'ai posé une question simple. Vous voulez épouser la fille ou la fortune de quelqu'un? C'est à vous de voir, parce que je ne sais pas quelle est votre priorité. Ça dépend de votre priorité. Si votre priorité, c'est que la richesse de quelqu'un, par un mariage, devienne la vôtre, et que c'est tout ce qui compte pour vous, bien, c'est votre choix. C'est le genre de vie que vous avez choisi. Quand je me suis marié, je ne connaissais pas son nom complet. Je ne connaissais pas le nom de son père. Je ne connaissais pas en Inde, je ne connaissais pas sa caste, ou quoi que ce soit. Quand je l'ai dit à mon père, il a dit, « Quoi? Tu ne connais pas le nom du père? Tu ne sais pas qui ils sont, ce qu'ils sont, comment vas-tu te marier ?» J'ai dit, « Je n'épouse que la fille. Je ne compte épouser aucune des autres choses qui, habituellement, peuvent venir avec une fille. Juste la fille. C'est tout. » Eh bien, tout le monde a pensé que c'est un désastre. Certains de mes, vous savez, conseillers autoproclamés seront là, toujours. Bien que je n'ai jamais pris conseil auprès de quiconque dans ma vie, il y aura toujours des conseillers. Ils ont dit, tu fais la plus grosse bêtise de ta vie, ça va être ta catastrophe. J'ai dit, peu importe ce qui se passe, peu importe comment ça se passe. Une chose que je savais, c'est que c'est à moi d'en faire soit un désastre, soit une réussite. Parce que qui tu épouses, comment tu te maries, de quelle manière ça a été arrangé, par qui ça a été arrangé, n'est pas important. À quel point tu existes de façon responsable, c'est tout ce qu'il y a. Donc, tout ce débat sur qu'est-ce qui est mieux, un mariage arrangé ou se rencontrer dans le bar du quartier, eh bien, je pense que quand vous n'êtes pas un peu embrumé, je pense que vos décisions sont un peu meilleures. Si un homme ou une femme de 18 ou 20 ans, un jeune homme ou une jeune femme veulent se marier, qui vont-ils épouser? Leurs contacts ne sont que là. Parmi ces 10 personnes qu'ils connaissent dans leur vie, tu épouses un gars ou une fille, dans les 3 mois, tu vas savoir. Mais dans la plupart des pays, il y a une loi. Au moins 2 ans, tu dois souffrir. C'est comme une peine de prison. Si tu fais une erreur, au moins 2 ans, tu dois souffrir. Ensuite seulement, tu peux divorcer. La plupart des nations ont ça. Eh bien, de nombreuses religions ont fixé ça. Que le divorce, c'est absolument mal. Tu ne peux pas divorcer. Mais là où de telles religions sont pratiquées, c'est là que le taux de divorce est le plus élevé. Donc, les injonctions de Dieu ne sont pas capables d'arrêter les ruptures. La loi n'est pas capable d'arrêter les ruptures. Vous devez comprendre ceci. Quand
les parents organisent. Je vous pose une question basique. Croyez-vous, leur jugement n'est peut-être pas le meilleur, mais que les parents ont les meilleures intentions pour vous? Mais si vous avez mûri au-delà d'eux, ça c'est autre chose. Vous pouvez prendre vos propres décisions. Mais mariage arrangé est une mauvaise terminologie. Tous les mariages sont arrangés. Par qui est la seule question. Je pense que c'est mieux que ce soit arrangé par les gens qui se préoccupent le plus de votre bien-être, qui ont un plus grand champ de... Parce que tu ne peux pas trouver le meilleur homme ou la meilleure femme au monde, parce qu'on ne sait pas où ils sont. Avec les contacts limités qu'on a, quelle est la chose raisonnablement bonne qu'on peut mettre en place, c'est tout. Donc le fait même que les taux de divorce sont ce qu'ils sont, dans ces différentes sociétés dont j'ai parlé, eh bien, le taux de réussite est très clair. Quand les parents sont la base de votre organisation, c'est un peu mieux parce qu'ils vont penser un peu long terme. Tu aimes juste sa façon de s'habiller et tu veux te marier aujourd'hui. Eh bien, demain matin, tu vas réaliser que tu ne veux rien avoir à faire avec elle. Donc, comme quand tu as 18-20 ans, du fait de diverses compulsions ou de la pression sociale ou autre, tu peux prendre des décisions qui ne vont pas durer toute une vie. Ou parfois, tu accroches vraiment avec quelqu'un et ça peut marcher. Ça, c'est autre chose. Donc, les arrangements. Tout est un arrangement. Comprenez-le, s'il vous plaît. Vous pouvez penser tellement de choses. C'est arrangé par vos émotions, ou votre avidité, ou par vos proches. C'est arrangé par quelqu'un, n'est-ce pas? Ou quelque chose. C'est un arrangement. Comment vous l'arrangez? Eh bien, c'est votre choix. Je ne dis pas c'est comme ci qu'il faut faire ou comme ça, mais quelle que soit la manière, veuillez mener ça de façon responsable, joyeusement. Vous savez, ils disent que les mariages sont faits au paradis. Mais vous cuisinez l'enfer en vous. Le mariage est fait au paradis. C'est pour ça que beaucoup de gens veulent y aller rapidement. Comme il est fait là-bas, ils veulent y aller et régler la chose. Non. Vous devez comprendre que pour satisfaire vos besoins, physiques, psychologiques, émotionnels, sociaux et divers autres besoins, vous vous mettez ensemble. Si vous vous rappelez tout le temps que pour satisfaire mes besoins, je suis avec toi, vous allez gérer ça de façon responsable. Au début, vous êtes comme ça, au bout d'un moment, vous pensez qu'il ou elle a besoin de vous. Alors, vous allez commencer à agir sans retenue. Alors, bien sûr, ça va commencer à devenir laid, de très nombreuses façons. Ceci est arrivé. Un jeune homme et une jeune femme se fiancent. Donc, une fois que pas comme ça, il doit y avoir une pierre. Une fois la bague passée, la femme lui tient la main et dit, « Tu peux compter sur moi pour partager tes peines, tes difficultés, toutes les souffrances que tu traverses. Tu peux toujours les partager avec moi. » Le gars répond, « Eh bien, je n'ai pas de difficultés ou de peines ou de problèmes. » Alors elle dit, « Eh bien, on n'est pas encore mariés. » Donc, si vous pensez que vous êtes empli de douleurs, difficultés, problèmes et que vous avez besoin de quelqu'un sur qui vous appuyer, eh bien, il y aura des ennuis. Faites de vous-même un être humain joyeux et merveilleux, alors vous verrez, votre travail sera merveilleux aussi, votre maison sera merveilleuse aussi, votre mariage sera merveilleux, tout sera merveilleux parce que vous l'êtes. Sans ajuster celui-ci, vous pensez que quelqu'un d'autre va vous ajuster, alors vous allez avoir des ennuis, et bien sûr des conséquences malheureuses pour l'autre personne.
Ces mains humaines peuvent faire beaucoup de choses. En plus de manger et de faire du travail physique, elles sont capables de faire beaucoup de choses. Si vous amenez votre système énergétique à un certain état, ou à un certain niveau de vibration et d'intensité, alors vous saurez que les mains sont un grand instrument. En yoga, on dit qu'avec l'annulaire, d'ici à là, vous pouvez contrôler tout l'univers. C'est tout, c'est comme la souris de votre ordinateur. Ici, vous pouvez juste ajuster votre système comme vous voulez, si vous savez quoi faire. Ne vous mettez pas à le frotter, ça ne va pas marcher comme ça. Si vous savez quoi faire avec lui, c'est comme la souris de votre ordinateur, vous pouvez l'emmener où vous voulez. Vous pouvez simplement activer votre système comme vous voulez, juste en manipulant l'annulaire. Donc les mains sont capables de faire bien de choses. En dehors de manger et de faire du travail physique, il y a toute une science liée à cela. Ce serait trop... Il y aurait trop à explorer dans une situation comme celle-ci. Maintenant, rien qu'en retournant vos mains, vous changez votre façon de respirer. Ça ne concerne pas que votre respiration, la façon même dont les énergies fondamentales fonctionnent, comme ça et comme ça, c'est très différent. Juste comme ça et comme ça, c'est très différent. Les mains sont un instrument. Combien de fois par jour, inconsciemment, vous faites ça? Quiconque vous demande quelque chose, vous savez, en Inde, cela veut dire non. Vous n'arrêtez pas de faire ça, et vous espérez être en paix et joyeux. La vie ne fonctionne pas comme ça. Si vous faites ça, vous allez perturber vos énergies. La paix, ça n'arrivera pas, vous ne ferez que reposer en paix. Vraiment. Ça n'arrivera pas. C'est comme vous montez dans votre voiture, vous ne savez pas ce que sont les pédales. Vous appuyez juste sur n'importe laquelle, comme ça vous chante. En suivant le rythme de votre musique, vous savez à quel point votre conduite sera saccadée? Voyez, s'il vous plaît, votre bien-être a été très saccadé, n'est-ce pas? Oui, votre bien-être a été très saccadé, n'est-ce pas? Votre paix, votre bonheur, votre tout est saccadé, juste comme ça. À tout moment, ça s'écrase, à tout moment, ça remonte. Maintenant, vous pouvez façonner ces mains de telle manière que si vous les déplacez ici, quelque chose va avoir lieu dans une autre partie du monde. Vous pouvez faire arriver quelque chose ailleurs, totalement ailleurs, où que vous vouliez, vous le ciblez. Parce que ces mains sont l'instrument de tout. C'est comme le tableau de bord de tout. Donc, soit vous laissez ceci rester un tout petit être humain, soit vous élargissez ceci en une gigantesque possibilité. Dans les deux cas, le tableau de bord est toujours là. Donc, quelque part, pour ouvrir votre corps, pour ouvrir ce mécanisme humain, à de nombreuses possibilités, l'annulaire est important. Si vous voulez ouvrir une personne à devenir votre épouse ou époux, alors vous lui mettez une bague au doigt, à l'annulaire, n'est-ce pas? D'une certaine manière, les gens s'ouvrent. Quelque part, ils ont compris que si vous faites ça, il va se passer certaines choses. Donc ils ont utilisé ce doigt en particulier, aucun autre. Bien sûr, maintenant, beaucoup de gens du New Age mettent une bague à leur pouce. C'est une très mauvaise chose à faire. Vous allez attirer certains types d'énergie que vous ne pouvez pas gérer. Et ça stabilise aussi le système. Si vous mettez du métal à l'annulaire, ça stabilise le système. Il y a beaucoup d'autres dimensions, mais pour le dire de façon générale, c'est comme une télécommande pour ouvrir les dimensions de votre propre corps. Sans ouvrir celui-ci, il n'y a pas de cosmos. Sans ouvrir les yeux, il n'y a pas de monde, n'est-ce pas? Si vos yeux étaient toujours fermés, il n'y aurait pas de monde pour vous. Donc, de même, sans ouvrir ce système,
Il n'y a pas de cosmos pour vous. Donc avec l'annulaire, il ne s'agit pas vraiment du cosmos, il s'agit de ce système, le système humain, le mécanisme humain. Si vous l'ouvrez, alors il y a un cosmos. Le cosmos a toujours été là. C'est juste que vous ne vous êtes pas ouvert à lui. L'annulaire, si vous savez comment l'utiliser, ce qui va demander un certain... peu importe, ne faites pas ça dans vos méditations, ne vous asseyez pas comme ça va dissiper vos énergies de bien des façons. Le mieux, c'est d'utiliser Yoga Mudra, ou les mains ouvertes. N'utilisez pas l'annulaire, parce que cela nécessite un tout autre genre d'apprentissage et de formation. La destinée n'est pas une destination fixe. C'est ce que vous créez. Comme la majeure partie de la perception humaine et de l'expérience humaine a malheureusement lieu inconsciemment, la destinée semble être une destination fixe. On ne peut pas créer sa propre destinée sans faire les efforts nécessaires. Ceux qui ne sont pas prêts à payer le prix des efforts pour créer ce qui compte vraiment pour eux vont penser que la destinée leur est imposée. La destinée d'une expérience et d'une liberté individuelle, la destinée d'une justice sociale, la destinée d'un bien-être national ou mondial, doivent être atteintes par des efforts. Sans effort, sans payer le prix des efforts, on n'aura pas le privilège de façonner sa destinée. En tant qu'individu, en tant que génération de gens, la plus grande joie est d'être capable de façonner notre propre destinée. Puissiez-vous connaître la puissance, la liberté et la joie de créer votre propre destinée. Il n'y a que si vous nettoyez votre système énergétique de l'empreinte karmique que vous pouvez changer votre destinée. C'est pour ça que les kriyas de yoga sont importants. Parce que, une fois qu'il y a une certaine empreinte de mémoire sur vos systèmes énergétiques, peu importe à quel point vous essayez, vous avez tendance à repartir dans la même ornière encore et encore. Donc l'idée de faire des kriyas, c'est de nettoyer le système énergétique de l'empreinte karmique, pour qu'il n'y ait pas de logiciel interne qui aille à l'encontre de votre volonté actuelle, de la façon dont vous voulez faire les choses. Donc il y a toujours cette question, est-ce un libre arbitre ou est-ce une destinée? Vous devez comprendre que votre destinée, ce que vous pensez être votre destinée, est écrite par vous, inconsciemment. Donc il est temps de l'écrire consciemment. Pour cela, nettoyer votre système énergétique de l'empreinte karmique est absolument crucial, et c'est pour ça qu'une sadhana quotidienne est très importante. Si vous réagissez de façon compulsive, les situations externes déterminent la façon dont vous êtes en ce moment. Si vous répondez consciemment, votre bien-être est largement entre vos mains. Ce qui est significatif dans le fait d'être humain, c'est qu'on n'a pas besoin d'être des animaux avec des réactions compulsives. On peut être une réponse consciente à tout dans notre vie, pas seulement aux situations externes. Même les situations physiologiques et psychologiques. Dès que vous devenez une réponse consciente à tout cela, vous devenez le maître de votre propre destinée. Que ce soit le bonheur ou le malheur, la douleur ou le plaisir, la souffrance ou l'extase, essentiellement, ça a lieu de l'intérieur. Le siège de l'expérience humaine est en nous. Les caméras peuvent être à l'extérieur,
Les microphones peuvent être à l'extérieur, mais le film n'a lieu qu'en nous, même en ce qui concerne les impressions extérieures. À partir des impressions extérieures, si vous êtes dans un état compulsif de réaction, votre expérience de cette impression prend forme à partir de vos expériences passées, ou, pour le dire de façon plus technique, votre expérience est basée sur votre mémoire karmique. Si votre mémoire karmique est comme ça, c'est comme ça que vous allez répondre ou réagir aux messages ou aux stimuli qui vous parviennent à travers les 5 sens, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher. Vous aimez quelque chose ou n'aimez pas quelque chose. Ça dépend essentiellement de votre expérience de vie passée, qui se trouve peut-être dans votre mémoire consciente ou non. Mais quelque part au fond de vous, c'est à vous de porter ce jugement, parce que entre la cognition et la reconnaissance, il doit y avoir de la mémoire, sinon la reconnaissance n'aura pas lieu. Si vous entendez ça, et que vous dites « Oh, c'est un chien qui aboie », c'est seulement parce que vous avez entendu des chiens aboyer avant, autrement vous seriez confus. Vous écoutez quelque chose et dites « Oh, c'est une voiture ». Eh bien, cela n'est possible que parce que vous avez déjà entendu le bruit d'une voiture. Si vous entendez un son que vous n'avez jamais entendu auparavant, alors vous serez confus, parce qu'il n'y a pas d'empreinte karmique de ce type. Donc on doit comprendre ceci. Il y a ce qu'on appelle la cognition, et puis la reconnaissance, et puis la réaction. Cette partie appelée réaction ou réponse est la dimension que les êtres humains peuvent prendre en charge. Ce qui veut dire que vous pouvez être soit une réaction karmique instinctive, soit à une réponse consciente. Une fois que vous parvenez à devenir une réponse consciente à tous les stimuli qui vous sont envoyés, peu importe quel type de stimulus vous est envoyé, une fois que c'est une réponse consciente, vous pouvez façonner l'expérience de votre vie comme vous la voulez. C'est-à-dire que les stimuli, les situations extérieures, ne vont pas déterminer la nature de votre expérience. Vous allez déterminer la nature de votre expérience. C'est un moyen sûr d'être capable de façonner votre destinée exactement comme vous la voulez, ou de devenir le maître de votre propre destinée. Il est important de comprendre que vous devez passer d'une réaction compulsive à une réponse consciente. Si vous créez une quelconque tension, soit dans le corps, soit dans le mental, vous n'avez besoin d'aucun autre ennemi dans votre vie. Vous allez juste lentement travailler contre vous-même. Pas seulement en termes de santé physique, de très nombreuses façons. Vous comprenez? Vous allez retourner vos propres énergies vitales contre vous. Aujourd'hui, on sait très clairement que les gens qui passent par des tensions excessives invitent à coup sûr des maladies. Cela ne fait aucun doute. Médicalement, c'est un fait prouvé, n'est-ce pas? Mais il se passe bien plus que ça. Vous n'invitez pas que des problèmes de santé. Vous invitez toute une foule de problèmes dans le monde. Parce que, selon la façon dont vous réverbérez, vous allez vous attirer les situations correspondantes. Vous attirez les personnes correspondantes, attirez les résultats ultimes correspondants dans votre vie. Donc, ce dont on parle, ce n'est pas que de combattre le stress. On ne parle pas que d'être un peu plus en paix. Si vous voulez créer votre vie de la façon dont vous la souhaitez, vous devez prendre en main certains fondamentaux. Autrement, vous faites juste travailler vos propres énergies contre vous-même. Et cela n'est pas... Quand je dis c'est un ennemi redoutable, c'est parce que la source même de la création est ici. Mieux vaut... L'idéal, c'est que cette source de la création travaille pour vous, pas contre vous, n'est-ce pas? Oui ou non? Une chose si puissante
Elle doit toujours travailler pour vous. Si elle travaille contre vous, vous êtes fini. Personne ne peut vous sauver, je vous le dis. Si la source même de la création en vous commence à travailler contre vous, rien dans ce monde ne va vous sauver. Donc c'est très important. Il ne s'agit pas que d'être un peu libéré du stress, être un peu plus en paix, un peu plus heureux, ce n'est pas ça. Pour créer votre vie telle que vous la voulez, il est très important que, en premier lieu, le corps, puis le mental, puis les énergies, ces choses soient prises en charge avec le plus grand soin. Cela est aussi important que d'aller gagner de l'argent dehors, de créer votre famille, de faire quoi que ce soit, parce que toutes ces choses, vous pouvez les avoir et quand même être malheureux. Pas seulement pour vous-même, vous pouvez causer beaucoup de malheur à tous ceux qui vous entourent. Pas parce que vous êtes bon ou mauvais, simplement parce que vous êtes ignorant de la vie. Les gens se font du mal, pas parce qu'ils sont bons ou mauvais, ils sont juste ignorants des fonctionnements de la vie, n'est-ce pas? Quand ces gens ont commencé à clouer cet homme, il semble qu'il ait dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout ce qu'il dit, c'est que l'ignorance est le seul problème, n'est-ce pas? Pas parce qu'ils sont diaboliques, pas parce que ce sont des agents du diable. L'ignorance est le seul problème. Ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est le seul problème, n'est-ce pas? L'intérieur est devenu totalement vide, donc le passage est aspiré. Une autre façon d'ouvrir le troisième œil, c'est de tout contenir à l'intérieur. La première façon de faire est la meilleure. L'aspect le plus important de Shiva, c'est qu'il a ouvert son troisième œil. Toutes les autres choses, il a dansé, il a médité, s'est marié 2 fois, fait tant de choses, ce n'est pas ça. Il a ouvert son troisième œil. C'est pour cette seule raison qu'on se souvient de lui, encore aujourd'hui. Pour ça, encore aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, on se prosterne encore devant lui. Parce que rien ne remplace le savoir. Rien ne remplace le savoir veut dire que... Et il n'y a pas moyen de savoir, à moins que votre perception n'aille au-delà de vos présents niveaux de perception. À moins que votre capacité à voir ne se développe au-delà de ses limites actuelles, il n'y a pas moyen de savoir. Savoir, c'est être libre. Donc, Shiva est important pour nous, pas parce qu'il a parcouru l'Himalaya, pas parce qu'il a joué avec des serpents, pas du fait de ci ou ça, mais parce qu'il a ouvert son troisième œil. Il a perçu ce que la plupart des êtres humains ont échoué à percevoir. Ce qui est invisible pour une grande partie de l'humanité est devenu un élément normal de sa vision. C'est ce que troisième œil veut dire. Donc les gens disent, quand Shiva a ouvert son troisième œil, ça a été un processus ardent, du feu en est sorti. La raison pour laquelle il parle de feu, c'est que en lui-même, il a brûlé tout ce qu'il pensait être important pour lui.
Il est devenu comme une chambre de combustion, comme un four, de sorte qu'en lui-même, il a brûlé tout ce qui peut être brûlé, et ensuite, de chaque pore de son corps, au lieu qu'en sorte de la sueur et du sang, de la cendre en est sortie. La raison pour laquelle Shiva est toujours représenté couvert de cendre, ce n'est pas parce qu'il s'enduisait de cendre. La cendre sortait de ses pores. C'est pour indiquer qu'il a tout brûlé. Il a brûlé chaque parcelle d'ignorance, tout ce que l'on croit vrai, il l'a brûlé. Comme il a tout brûlé et que tout est devenu cendre, cette ouverture du troisième œil n'a pas pu lui être refusée. Quand il s'est ouvert, les gens ont vu du feu, parce que la chambre intérieure brûlait. Il y a deux façons d'ouvrir l'œil. Une façon, c'est que l'intérieur est devenu totalement vide, donc le passage se fait aspirer et doit naturellement s'ouvrir. Le passage devient fragile et tombe à l'intérieur parce que il n'y a rien. Il a simplement brûlé non seulement ses pensées, non seulement ses émotions, non seulement ses relations et possessions, il a simplement brûlé son être même. L'être individuel est complètement brûlé et il y a un vide total, donc la porte est tombée à l'intérieur et elle est ouverte. Donc les gens ont vu un feu parce que ça brûlait encore. Une autre façon d'ouvrir le troisième œil, c'est de tout contenir à l'intérieur. Tout est contenu, vous n'avez rien exprimé de vos pensées, rien exprimé de vos émotions, rien exprimé de quoi que ce soit, vous ne pouviez même pas prononcer un mot. Voyez, si vous restez silencieux pendant 4 jours, le 5e jour, vous avez envie de chanter tout à coup. Si vous ne savez pas chanter, vous avez envie d'hurler, comme un loup. Parce que vous voulez que ça sorte. Vous n'avez rien laissé sortir, vous avez accumulé énormément de pression, et cette porte a été enfoncée de l'intérieur. C'est une autre façon de le faire. La première façon de le faire est la meilleure façon de la faire, parce que si vous l'ouvrez en accumulant de la pression, elle s'ouvre aujourd'hui, et à nouveau demain, elle pourrait simplement se refermer. Ou avant qu'assez de pression ne s'accumule et que ça ne s'ouvre, quelque chose d'autre panique en vous et vous partez en courant. Oui, parce que la pression s'accumule de telle façon que pour la retenir, vous devez... Comme vous ne savez pas ce qui se passe, ça ressemble à de la torture. Ça ressemble à de la torture de 7e degré. Si vous vous faites faire tout le processus, alors, à coup sûr, votre mental va demander, à quoi bon subir cette torture? Car c'est beaucoup de torture. Ne pas laisser une seule pensée s'exprimer, ne pas laisser une seule émotion s'exprimer, ne pas dire un seul mot, ne pas exprimer une seule opinion surgissant dans votre mental, une seule idée surgissant dans votre mental. Oh, ça va vous faire éclater quelque part. Si vous retenez tout tel quel, cela va s'ouvrir, autrement quelque chose d'autre va lâcher. Mais vous êtes un peu... Vous savez, vous êtes diplomate. Vous croyez au juste milieu. Ça veut dire que vous ne voulez arriver nulle part. Les gens qui croient au juste milieu sont déterminés à n'arriver nulle part dans leur vie. Le juste milieu ne désigne que votre zone de confort, ni ceci, ni cela. Soit vous devenez vide, la simple puissance du vide va l'ouvrir.
soit vous accumulez une pression en vous et il va s'ouvrir. Deux façons de l'ouvrir. Le juste milieu veut dire que vous êtes un mytho professionnel. Vraiment. Vous êtes un mytho à plein temps, pas un professionnel. Professionnel veut dire qu'on ne le fait qu'à temps partiel, pas vrai? Ils ne le font qu'à certains moments de la journée. Peu importe où vous allez, faites les choses à votre façon. Le juste milieu. Le juste milieu est un moyen de n'arriver nulle part, et au bout d'un certain temps de se dire « ça ne mène nulle part ». Là maintenant, vous marchez dans la rue. Soudain, vous trouvez un gros rocher. Il n'y a que deux façons de passer, de ce côté-ci ou de ce côté-là. De ce côté-ci, il y a un tigre qui grogne, de ce côté-là, un feu qui brûle. Vous pensez que le mieux, c'est le juste milieu, c'est-à-dire rentrer dans le rocher. De toute évidence, ça ne va mener nulle part. Ça vous fera un bon exercice pendant un temps. Si vous essayez de rentrer dans le rocher, c'est un bon exercice, vraiment, ça va former de bons muscles. Si vous empruntez la voie du milieu, c'est juste que vous n'allez nulle part. Ils me disent que ce mot, parentalité ou parent, n'a commencé à circuler il y a environ 200 ans. Et à peu près à ce moment-là, un certain John Walmot, le comte de Rochester, a dit quelque chose d'important. Il a dit, avant de me marier, j'avais 6 merveilleuses théories sur la façon d'être un bon parent. Mais maintenant j'ai 6 enfants, et toutes les théories ont disparu. Malheureusement, quelque part, on a fait croire aux gens que les enfants sont tous nés pas comme il faut, et qu'on doit les rendre comme il faut. Non. Donc, que dois-je faire pour être un bon parent? Je veux que vous regardiez en arrière et voyez. Quand vous aviez 5, 6 ans, quel était le meilleur genre de parent à avoir? Si vous regardiez en arrière, vous sauriez très clairement. Si vous êtes un parent, l'important c'est de ne pas vous tenir sur un grand piédestal. La seule qualification que vous ayez, c'est que vous êtes juste arrivé ici quelques années plus tôt. C'est la seule erreur que vous ayez faite. Oui. Quand vous dites « j'aimerais être jeune », ce que ça veut dire c'est « j'ai fait l'erreur d'arriver trop tôt ». Donc c'est la seule qualification qu'ont les adultes, qu'ils sont venus ici quelques années plus tôt que les plus jeunes. Cela ne vous qualifie pas pour donner des conseils sur tout dans l'univers. Non. Si vous admettez votre ignorance avec les jeunes, et en particulier avec les petits-enfants, ils vont devenir vos amis proches. Autrement, ils vous respectent parce qu'ils sont obligés. Il y a une affaire de hiérarchie. Et bien sûr, tout le monde déteste cette hiérarchie, parce que regarder vers le haut, ça fait mal au cou, vous savez? Personne n'aime ça. Parce que, en essayant de vous placer au-dessus, vous perdez la possibilité d'être un bon ami. Si vous n'êtes pas un bon ami, ils ne cherchent pas vos conseils, ils ne sont pas que dans le quartier. Maintenant, c'est mondialement qu'ils cherchent des réponses, d'accord? Vous ne savez pas où est leur ami. Leur ami est à Tombouctou en ce moment, pas dans le quartier. Une relation n'est possible que quand vous n'êtes pas sur la chair. Vous êtes en bas, au sol, comme tout le monde, sur les deux mêmes pieds. Alors seulement c'est possible, alors seulement il y a une amitié. Quand il y a une amitié, il y a de la place pour corriger les choses. Quand il n'y a pas d'amitié, vous pouvez dire ce que vous voulez, personne n'écoutera dans tous les cas. Et si vous n'arrêtez pas de donner conseil sur conseil, ils vont faire exactement l'inverse, juste pour vous embêter. Tout un tas d'enfants font des choses juste parce qu'elles paniquent les parents. Oui ou non?
Ils le font uniquement pour paniquer les parents, ça leur plaît simplement. Parce que c'est conseil et conseil et conseil. Les conseils rendent malades, personne n'aime les conseils. Mais s'il y avait un lien d'amitié, naturellement ils écouteraient. C'est cela qu'on devrait gagner. Les parents et les enseignants devraient gagner l'amitié de la nouvelle génération, plutôt que de penser que, juste parce que vous êtes arrivé quelques années plus tôt, vous connaissez l'univers. Il n'y a rien de tel. Donc arrêtez juste de les conseiller. Soyez juste amis avec eux, jouez avec eux, allez au cinéma avec eux, écoutez leur genre de musique rap, dansez avec eux. Vous verrez, vous allez leur plaire. Il y aura une relation. Une fois qu'il y a une relation, vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez les influencer. La toute première chose que nous devons comprendre, c'est que enfant veut dire, ce n'est pas un projet personnel. Nous fabriquons la prochaine génération de gens. Ceux qui décident d'avoir des enfants doivent avoir du temps consacré à l'enfant. Pas caser une fois 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Vous devez avoir un temps pleinement dédié, parce qu'il s'agit de rendre la prochaine génération meilleure que qui nous sommes. Il n'y a rien de spécial à faire, vous n'avez pas à acheter le moindre jouet. Vous devez juste passer du temps, vous devez juste les exposer à la nature, vous devez juste les exposer à diverses formes de la création. Mais juste pour vous débarrasser de l'enfant, vous lui avez acheté un iPad à 5 ans. Voyez, vous lui achetez un iPad à 4 ou 5 ans, ne pensez pas que c'est du fait de votre amour. Vous êtes stratégique, vous voulez vous débarrasser de lui. Se débarrasser de lui veut dire qu'il ouvre quelque chose et ceci, cela défile sur l'iPad à l'infini. Donc, vous pouvez vaquer à vos occupations comme vous voulez. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire pour de telles personnes d'avoir des enfants, à moins que vous ne soyez prêt à avoir du temps dédié. Vous ne devriez pas commettre ce crime. Pas nécessaire. Mais une fois que vous en avez, vous devez avoir du temps dédié. Et avant tout, vous devez vous corriger vous-même. Vous devez devenir ce genre de personne que l'enfant va admirer et avec qui il aimera être. Ensuite, même le temps peut être ajusté. S'il vous admire vraiment, 5 minutes valent 5 jours. 5 minutes de contact sont comme 5 jours. Rien à enseigner, qu'y a-t-il à enseigner? Que savez-vous de la vie que l'enfant ne sait pas, je vous le demande? Les astuces de survie, ne leur enseignez pas trop tôt. C'est un grave problème ces jours-ci, je crois que c'est un peu moins qu'avant. À un enfant de 3 ans, il demande, « Que veux-tu devenir ?»« Je veux devenir pilote. »« Je veux devenir commando. » Ces jours-ci, tout le monde veut... Tous les garçons veulent être commando parce que c'est le jeu auquel ils jouent. Comme je le vois dans ces jeux, « Pfiou » veut dire que la tête de quelqu'un tombe. Ils peuvent devenir des J.I.D. Jones. Parce que dès l'enfance, ils décapitent des gens. Alors, ce à quoi vous voulez exposer vos enfants est quelque chose auquel chaque parent doit réfléchir, parce que ce sont les expositions. Ce ne sont pas les préceptes moraux qui vont rester, ce sont les choses auxquelles l'enfant est exposé, qui vont vraiment rester tout au long de sa vie. Vous devez les exposer à toutes les choses positives et merveilleuses. Les choses positives ne veut pas dire bien contre mal, simplement la vie, telle qu'elle est. Je pense que si les gens veulent avoir des enfants, cela peut sembler extrême, mais je dirais qu'au moins 2 mois par an, ceux qui ont des enfants devraient se retirer dans un espace naturel, ne pas vivre dans leur terrier de ville ou dans ces nids d'oiseaux d'appartements. Ils doivent partir pendant au moins 2 mois. C'est pas grave, même si vous devez vivre dans une tente quelque part, mais ils doivent vivre dans la nature, les enfants. Très important. Si vous voulez que vos enfants soient physiquement, mentalement, en bonne santé et équilibrés, ce qui est la chose la plus importante.
Les parents pensent que toutes les choses qu'ils n'ont pas pu faire, ils doivent les réaliser à travers leurs enfants. Donc ils auraient dû élever des chevaux de course. Ils ne sont pas une extension de vos ambitions. Ils ne le sont pas, et n'ont pas besoin de l'être. Donc, c'est parce que les gens pensent qu'ils possèdent leurs enfants. Non, ils ne sont pas votre propriété. Je crois que ces jours-ci, ils vous le disent. La génération d'avant hésitait à dire ça. Cette génération, dès qu'ils ont 10 ans, ils vous disent, « Tu n'as pas à me dire quoi faire. » Alors, est-ce que ça veut dire que vous ne leur dites rien? Non, c'est votre rôle de veiller, parce que si vous ne le guidez pas, quelqu'un d'autre va le faire dans la rue. Ou quelqu'un va le faire à distance sur Internet. Toutes sortes de créatures sont là, d'accord? Alors oui, pour les protéger, pour les nourrir, pour leur permettre d'explorer leurs possibilités, c'est votre rôle de faire cela en tant que parent. Mais l'inquiétude des parents peut être, que va-t-il se passer, que va-t-il se passer, que va-t-il se passer? Dites-moi, quand vous êtes traversé par la peur, est-ce fantastique? Allô? C'est l'une des émotions les plus terribles que vous puissiez traverser. Pourquoi pense-t-on qu'on devrait avoir peur de notre avenir, pas seulement de votre avenir, de tout ce que vous faites, et vous avez même peur de Dieu, d'accord? Peur de tout, à quoi ça sert? Il n'y a rien de tel. Rien ne dit que cette génération devrait être une extension de la génération précédente. Cette génération devrait faire quelque chose que la génération précédente ne pouvait pas imaginer. C'est là qu'il y a un but pour cette génération, n'est-ce pas? Autrement, quel intérêt si vous allez faire les mêmes choses? Si vous voulez que vos enfants prennent en compte les suggestions que vous faites, n'essayez pas de les discipliner. Si ça fonctionne, si vous essayez de les discipliner et que ça fonctionne, malheureusement, ça veut dire que vous avez des enfants stupides. Ils sont intelligents, ça ne va simplement pas marcher, vraiment. N'est-ce pas ainsi? Ça ne vous plaît pas. Si c'est juste des enfants stupides et sans défense, ça va marcher. Autrement, votre fichue discipline ne va pas marcher. Oui, ici et là, peut-être que vous êtes un peu ferme, mais ce droit aussi, vous ne l'obtenez que parce que vous avez construit une relation. Vous avez construit une relation très étroite et amicale. Donc, quelque part, vous pouvez utiliser votre privilège d'être plus âgé qu'eux et être ferme sur certaines choses. Mais vous ne pouvez pas entreprendre de les discipliner, vous devez vous sortir cette idée de la tête, parce que ça ne va pas marcher. S'ils n'aiment pas votre discipline, dans seulement quelques mois, ils ne vous aimeront plus. Si au bout de quelques années, ils détestent votre discipline, alors vous devez savoir que dans un certain temps, ils vont aussi vous détester vous. Il n'y a aucun doute là-dessus, n'est-ce pas? Donc ne vous mettez pas dans cette situation. La chose la plus importante est de lui fournir une atmosphère qui est joyeuse, aimante et inspirante, qui l'inspire à se lever et à trouver son plein potentiel. Si cette atmosphère est offerte, vous n'avez pas vraiment à vous soucier de discipline. La discipline arrivera toute seule. Discipline ne veut pas dire contrôle. Discipline signifie que vous êtes concentré sur le savoir. Le mot discipline en anglais veut dire un apprentissage ou apprendre. Donc quand vous dites « je suis discipliné », ça veut dire que vous êtes toujours prêt à apprendre. Vous n'êtes pas coincé dans un certain mode. Donc la discipline n'est pas juste faire quelque chose d'une certaine façon, vous êtes prêt à apprendre comment tout faire mieux. Si vous vous efforcez constamment de tout faire mieux, vous êtes discipliné. Vous faites juste quelque chose d'une certaine manière, ce n'est pas de la discipline. Si vous amenez des pratiques yogiques dans la vie d'un enfant, il n'y a pas moyen qu'il ne soit pas discipliné, la discipline va lui arriver. C'est l'erreur, ou c'est la faille fondamentale des systèmes éducatifs actuels, qu'on pense qu'on doit préparer les gens à quelque chose.
Non, on n'a besoin de préparer les gens à rien. On doit juste rendre les gens flexibles et aiguiser leur intelligence, aiguiser leur perception. Quoi qu'il soit nécessaire, faites ça. La seule chose, c'est que vous devez rendre l'intelligence humaine telle qu'elle soit flexible, et elle va vite saisir ce qui est autour. La perception est aiguisée, l'intelligence est aiguisée, mais vous ne devenez pas un bloc de béton. Je suis ingénieur, je suis médecin, je suis ceci, je suis cela. En devenant un bloc de béton, vous ne pouvez pas vous changer. Cela veut-il dire qu'aucune matière ne nécessite de formation? Si, c'est nécessaire, de nombreuses matières nécessitent une expertise qui demande un certain niveau d'application et de formation. Je ne remets pas cela en question, mais vous n'êtes pas obligé de le faire tôt. Actuellement, à partir de 3, 4 ans, ils disent « Je vais devenir ingénieur informatique, je vais monter une start-up ». En ce moment, c'est tous une start-up, ou médecin, ingénieur, c'était tous médecins à une époque, ensuite c'est devenu un peu ingénieur. Maintenant informatique, maintenant start-up. Combien de start-up ne démarrent jamais dans le pays? Trop malheureusement. Parce que vous n'avez pas besoin d'une culture de start-up, d'une culture d'ingénieur, quelque chose comme ça. Ce dont vous avez besoin, c'est que vous êtes une génération à la recherche de solutions. Laissez vos enfants faire quelque chose dont vous ne pouviez pas rêver. Si vous avez atteint un certain niveau de succès, vous avez pris soin du pain de vos enfants, alors laissez-les vivre une vie où ils n'ont pas à penser à leur pain. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas pour leur survie, ils vivent pour créer quelque chose de merveilleux pour eux-mêmes et pour tout le monde. Pas plus tard qu'hier, quelqu'un me demandait dans une réunion où j'étais, « Sadhguru, j'ai un garçon de 14 ans. » Un garçon de 14 ans, c'est un problème, je sais. Parce que j'ai été un garçon de 14 ans à une époque. Vraiment. Je sais que ça pose problème. La dame était en larmes. J'ai un garçon de 14 ans. Je comprends, j'ai dit, ne dites rien de plus. Je comprends, un garçon de 14 ans. Donc le truc, c'est que quand vous aviez un enfant, quand c'était un petit bébé, vous l'aimiez parce que vous pouviez le tourner, le retourner et jouer avec lui comme vous vouliez. Oui. Puis, c'est devenu un enfant de 3 ans. Il rampait partout, vous aussi rampiez avec le bébé. Vous avez joué avec le bébé, vous avez essayé de parler comme eux, coucou, poubou, picapou, tout ça. Tout était super. Puis il s'est levé. Maintenant, c'est devenu un garçon de 14 ans. Ce que ça veut dire, c'est que il essaie d'être à lui. Il veut être un homme. Il est pressé. Mais vous voulez toujours lui faire mou 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 mou. Quand vous rampiez avec lui, quand il avait 2-3 ans, lui aussi ça lui plaisait. Mais maintenant, il veut swinguer. Vous aussi devriez swinguer avec lui. Mais vous voulez toujours ramper. Vous voulez toujours faire mou 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 mou. Ça ne marche pas. La meilleure chose, si vous voulez avoir une certaine valeur pour vos enfants, qu'ils soient vos propres enfants biologiques ou qu'ils étudient avec vous, le plus important c'est que, lorsqu'ils vous voient, ils doivent dire « Waouh, je veux être comme ça !» Oui, vous devez devenir ce genre de personne. Vous n'avez pas à dire quoi que ce soit, vous devenez ce genre de personne. Tout le monde veut être comme vous. Vous devez apprendre à danser comme eux, vous devez aimer chanter comme eux, vous apprenez à parler comme eux. Alors ils vont dire « Waouh, c'est comme ça que je veux être !» Une fois qu'ils veulent être comme vous, il n'y a aucun problème pour y arriver. Oui, très simple. Donc vous devez les faire tomber amoureux de vous. Pas exiger quelque chose, vous devez les faire tomber amoureux de vous. C'est ça que vous devez faire. Pour que quelqu'un tombe amoureux de vous, que devez-vous faire? Vous devez briller un peu. Allô? Oui ou non? Vous devez briller un petit peu.
À part les facteurs physiologiques, nous voulons qu'ils soient libérés de leur filiation. Si vous êtes identifié avec votre mémoire génétique, vous ne ferez que rejouer la vie de vos parents. Vous avez un certain type de logiciel, à moins que vous ne vous dégagiez de cela, rien de nouveau n'arrivera. Ce que je dis, c'est que la potentialité d'être humain est juste cela. Comme je l'ai dit, chaque créature a capturé une certaine quantité de conscience. Mais ce qu'elle capture n'est pas assez important pour devenir conscient de notre conscience, où nous pouvons commencer à élargir cela. D'autres créatures sont aussi conscientes, mais elles ne peuvent pas élargir cela. Donc la raison pour laquelle un être humain peut se sentir pris au piège de ses propres attitudes limitées est simplement parce qu'ils sont super identifiés à leur mémoire. Donc l'une des premières étapes en yoga est toujours ceci, que vous commenciez à vous identifier à votre ignorance, jamais avec votre savoir. Parce que votre savoir, peu importe son ampleur, il est minuscule dans ce cosmos, mais notre ignorance est illimitée. Ça, c'est sûr. Donc, pour souffler la plus grande bulle que vous voulez, la toute première chose est de ne pas vous identifier à votre savoir. Ça veut dire que vous ne vous identifiez pas avec votre mémoire accumulée. La mémoire accumulée à un niveau superficiel peut être juste ce que j'ai appris. Mais à un niveau plus profond, c'est ma génétique, c'est ma mémoire évolutive, ce sont toutes ces différentes dimensions de mémoire. Donc une chose fondamentale que nous faisons, qui est quelque chose qui devrait être très intéressant à étudier, pour des médecins comme vous, est que nous faisons certaines choses avec les gens pour qu'ils soient libérés de leur mémoire génétique autant que possible. À part les facteurs physiologiques, nous voulons qu'ils soient libérés de leur filiation. C'est le but. Les cultures orientales étaient tout entières concentrées là-dessus, maintenant tout est brouillé, les gens ont oublié cela. Autrement, une chose est que nous cherchons toujours comment nous distancier de la mémoire génétique. Parce que nous avons vu que si vous êtes identifié avec votre mémoire génétique, vous ne ferez que rejouer la vie de vos parents. Vous ne serez pas une vie nouvelle. Si vous voulez être une possibilité authentiquement nouvelle, vous devez vous distancier. Il y a beaucoup de sortes de processus par lesquels nous nous distançons de la mémoire génétique. Vous devez voir ça, c'est tellement spectaculaire, au sens où, en 24 heures, l'être humain change complètement. La façon même dont ils pensent, ressentent, comprennent et perçoivent la vie. Pour certains d'entre eux, même les traits de leur visage vont changer. Soudain, leur apparence est différente, en 24 heures. Le changement est tellement spectaculaire. Donc que faites-vous? Comme lui, je défais les liens aussi. Pour un but différent, mais c'est en quelque sorte une aliénation de la mémoire génétique, pour que votre fonctionnement ne soit pas limité à votre génétique, que vous ne soyez pas une copie des parents qui vous ont produit. Oui, ils vous ont donné un corps, ils vous ont nourri jusqu'à un certain âge adulte. Après cela, leur rôle est terminé. Maintenant, votre rôle est de devenir un potentiel de vie totalement nouveau. Voilà ce que c'est. Mais ça n'arrivera pas. Vous verrez cela arriver aux gens. Quand ils avaient 16, 18 ans, ils sont très rebelles sur la façon dont ils veulent être. Mais vous regardez les mêmes personnes, après 45 ans, ils se comportent exactement comme leurs parents. Ils marchent comme eux, s'assoient comme eux, parlent comme eux, tout revient et les rattrape. Parce que la mémoire génétique l'emporte sur le désir initial et l'exubérance de la jeunesse. Une fois qu'il commence à reculer, vous verrez que vous commencez à vous comporter juste comme vos parents. Parce que la mémoire génétique l'emporte sur vous. Donc l'une des premières choses fondamentales, si l'on s'efforce de devenir plus conscient, est de vous distancier de votre mémoire génétique. Si cela n'a pas lieu, le pouvoir de cette mémoire n'est pas simple. Pour faire très simple, dans le monde d'aujourd'hui, c'est facile à expliquer, parce que c'est votre logiciel. Ce n'est pas la marque de l'ordinateur que vous utilisez qui décide ce qui se passe à l'écran. C'est votre logiciel. C'est le logiciel qui détermine comment ça fonctionne. Donc votre mémoire est le logiciel.
Vous avez un certain type de logiciel, à moins que vous vous désengagiez de cela, rien de nouveau n'aura lieu. Vous essayez comme vous voulez, les mêmes choses vont arriver. Encore et encore, les mêmes choses vont arriver. Quand les mêmes choses se produisent, lentement, ce n'est pas un processus conscient, mais c'est arrivé à presque 98% de la population humaine. Si je vous avais vu quand vous aviez 5 ou 6 ans, votre visage était comme ça. Quelqu'un devait vous piquer avec une aiguille pour vous rendre malheureux. Maintenant, quelqu'un doit vous rendre heureux. C'est un vrai travail. Parce que l'exubérance de la vie a sombré à cause de la répétitivité de la mémoire. Les mêmes choses se produisent. Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais les mêmes choses se produisent. Quand les mêmes choses se passent en vous, lentement, vous perdez toute votre exubérance. Seulement si quelque chose de nouveau se passe. Maintenant, les gens pensent que quelque chose de nouveau veut dire qu'ils doivent tomber amoureux, changer de travail. Ce n'est pas ça. Quelque chose de nouveau doit se passer en vous, dans la mécanique même de qui vous êtes. Si quelque chose de nouveau se produit tout le temps, vous serez exubérant. Autrement, sans savoir pourquoi, lentement, votre visage est devenu grave. Votre visage est devenu grave veut dire, vous pratiquez la posture pour la tombe. C'est ce que ça veut dire.